Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va pas si super méga giga bien, comme vous pouvez l'entendre je suis malade, ça fait déjà 3 semaines, c'est vraiment beaucoup trop. Bref, on n'est pas là pour parler de ma maladie. Aujourd'hui on va se retrouver dans un nouveau point lecture, je suis tellement heureuse de pouvoir tourner des points lecture aussi proches parce que ça veut dire que je lis. Et en ce moment d'ailleurs j'enchaîne pas mal, genre hier j'ai lu un livre au complet et après j'en ai commencé un autre dans la soirée. Donc voilà, vraiment en ce moment je suis vraiment très productive en termes de lecture, étant donné que je suis bientôt en vacances ça va être encore mieux. Du coup aujourd'hui dans ce point lecture je vais vous présenter 3 livres comme d'habitude. Je vais commencer par vous présenter le tome 12. J'allais dire le tome 4, mais pas du tout. Le tome 12 de l'épouvanteur Alice et l'épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard Jeunesse. Ensuite, le tome 3 de Married to Magic, une de mes sagas favorites. Un duel avec le Seigneur Vampire de Elise Kova chez Big Boy. Et enfin, le tome 4 des Royaumes de Feu, L'île au secret de Tweety Sutherland chez Gallimard Jeunesse. Du coup, on va commencer avec le tome 12 de l'épouvanteur, Alice et l'épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard Jeunesse. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler du fait que la couverture est orange et que ça fait beaucoup trop Halloween, automne, etc. etc. et que moi, du coup, je surkiffe. Bref. Du coup, je ne vais pas vous résumer le tome 12, ça me paraît assez logique étant donné qu'on est quand même vachement avancé dans la saga. Je vais pas aller m'amuser à vous résumer ce tome-là. Ça sert strictement à rien. Bref. Du coup, pour vous résumer un petit peu la saga dans sa totalité, on va être dans un monde qui est peuplé de créatures maléfiques comme des sorcières, des gobelins, des créatures mi-humaines, mi-bêtes, bref. Et pour lutter contre ces créatures et protéger la population, ont été créés les épouvanteurs. Les épouvanteurs, c'est des hommes, très souvent des hommes, rarement des femmes, qui ont été formés pour lutter contre ces créatures de l'obscur, et c'est une formation qui est très longue, très éprouvante et qui ne peut pas être faite par tout le monde. Il faut être 7ème fils d'un 7ème fils, car quand on est 7ème fils d'un 7ème fils, on a des dons un petit peu particuliers comme le fait de pouvoir voir certains esprits, de pouvoir sentir quand le danger approche, etc. etc. Nous on va sur Tom. Tom est un 7ème fils de 7ème fils et l'épouvanteur John Gregory va venir le chercher dans sa famille pour qu'il commence son apprentissage. Et il va rencontrer donc John Gregory, il va rencontrer Alice qui est une sorcière mais qui va les aider à plus d'une reprise. Et John Gregory, il faut savoir qu'il déteste les sorcières, l'obscur. Pour lui, il faut absolument rester dans le bien pour faire le bien et ne pas tomber un petit peu dans l'ombre. Mais on va voir qu'il va y avoir certains compromis entre ombre et lumière tout au long de cette saga. Ici, on va suivre exclusivement Alice, la fameuse sorcière qu'ils ont rencontrée dans le tout premier tome, je crois, car elle a une mission qui est très 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 importante et qui va permettre à Tom de peut-être bannir l'obscur de la Terre pendant des années, voire pour toujours. Donc Alice a cette mission très importante. Tout ça pour qu'on lui dise à la fin que c'était pas si important que ça, mais bon, c'est pas grave. Et donc nous, on va suivre exclusivement Alice, on va retrouver certains personnages qu'on a vus il y a tard à l'époque. J'ai beaucoup aimé le mode de narration de ce livre parce qu'en fait on va avoir Alice et on va avoir des flashbacks d'Alice dans son enfance. Alice, il faut savoir qu'elle a été prise en formation, comme Tom avec l'épouvanteur, comme sorcière par sa tante. Elle a été arrachée à ses parents un petit peu contre son gré parce qu'elle faisait partie d'un clan de sorcières, mais ses parents ne voulaient pas forcément qu'elle fasse sa formation avec cette tante un petit peu horrible et terrifiante. Et donc on va en apprendre beaucoup plus sur le fonctionnement du Coventus des sorcières, sur le fonctionnement des traditions des sorcières et sur la jeunesse d'Alice au service de cette sorcière. Du coup ça c'était hyper intéressant aussi. Et puis dans l'endroit où elle est, je peux pas vous spoiler en fait, dans l'endroit où elle est c'était aussi hyper intéressant parce qu'on apprenait plus sur le fonctionnement de l'obscur en général. Donc voilà, c'était vraiment vraiment un super bon tome que j'ai lu quasiment d'une traite. C'est juste que j'avais des obligations comme aller travailler, c'est pour ça que je ne l'ai pas lu d'une traite d'un coup. Mais franchement, si j'aurais pu le faire largement, le lire d'une traite. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce mode de narration. On en apprend tellement plus sur Alice, on en apprend tellement plus sur l'univers, sur les sorcières, sur l'obscur. La fin aussi m'a beaucoup plu et laisse présager un tome 13 vraiment très bien. D'ailleurs que j'ai déjà, parce que mes parents me l'ont offert pour ma fête. Donc j'ai déjà le tome 13, je suis contente, j'ai hâte d'être au mois de mai pour pouvoir le lire. Et
il y a moyen que je fasse une entorse à la règle de seulement octobre et mai, enfin en soi c'est pas une règle mais vous avez compris, et que je lise le tome 13 avant l'heure parce que j'ai vraiment hâte, et que le tome 13, on sent que c'est la fin de quelque chose aussi. C'est la fin d'un cycle, comme le tome 7 ou 8, je sais plus lequel c'était, qui était la fin d'un cycle aussi pareil. Je sens que ça va être la fin de quelque chose, donc j'ai vraiment très hâte de le lire, et ce livre m'a donné encore plus hâte d'avancer dans la saga. Je vous ai pas fait un résumé énorme, ni un avis énorme, parce qu'en fait je peux pas vous dire tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai adoré. De toute façon, il y a très très peu de points négatifs, vous le savez, L'Épouvanteur est une de mes sagas favorites. Mais je ne peux pas vous expliquer plus en profondeur ce que j'ai aimé, ce serait vous spoiler 11 tomes, et c'est beaucoup trop. Donc voilà, j'ai quand même hâte de lire la suite, et j'ai adoré le format narratif de ce livre-là, qui était vraiment hyper intéressant pour la saga dans son entier. On va passer maintenant à Un duel avec le Seigneur Vampire de Elise Kova chez Big Bang. Alors, nous allons suivre le personnage de Floriane. Floriane est demoiselle de la Forge au hameau du Chasseur. Il faut savoir que ce petit village est un petit peu le rempart du continent entier contre les vampires, parce qu'à toutes les pleines lunes, ce village se fait attaquer par les vampires. Floriane, elle est demoiselle de la Forge. Demoiselle de la Forge, c'est hyper important parce que c'est grâce à sa famille qu'on a réussi à faire un alliage d'argent pour lutter contre les vampires, et donc pour pouvoir les atteindre et essayer pas de les exterminer parce qu'ils n'y arrivent pas du tout, mais voilà, de limiter la casse. Et puis arrive je sais pas comment ça s'appelle, la lune de sang. Voilà, la lune de sang arrive tous les 500 ans, et lors de la lune de sang, c'est le Seigneur Vampire qui se présente avec son armée. Lors de cette lune de sang, il faut savoir que Floriane a un frère jumeau qui s'appelle Drew, et Drew fait partie des chasseurs. Et Drew a toujours appris à Floriane à se battre, alors que ça lui est un peu interdit parce que elle, son rôle, c'est pas d'utiliser les armes, c'est juste de les forger. Mais en cachette, il lui a toujours appris à se battre, et il va lui donner l'élixir du chasseur. On sait pas trop ce que c'est, mais on comprend que c'est un peu de sang de vampire, enfin... C'est très bizarre, en gros ça va permettre au corps d'un humain de devenir aussi fort, voire plus fort qu'un vampire pour pouvoir le surpasser, etc. Et donc Floriane va se retrouver dans sa maison alors que son frère est sur le champ de bataille à l'extérieur de la ville, et en fait elle ne va pas supporter de savoir son frère en danger, et elle va absolument vouloir aller sur le champ de bataille jusqu'à ce qu'elle tombe face à face avec le Seigneur Vampire et qu'elle voit que son frère est en train de mourir à terre à cause de lui. Donc s'engage alors une lutte féroce entre les deux jusqu'à ce que le Seigneur Vampire réussisse à capturer Floriane, à lui faire dépasser la barrière de l'orée. L'orée, c'est un espèce de brouillard magique qui permet de relier les deux mondes entre eux, en fait, donc le monde des humains et le monde des vampires, des elfes, etc. Et donc il va traverser l'orée et il va l'amener jusque dans son château. Floriane, elle se dit, ça y est, je vais me faire bouffer tel du fricassé de poulet, bref. Et en fait, il va lui expliquer que Floriane, elle a un rôle très important à jouer parce que les vampires sont victimes d'une malédiction terrible qui, en fait, quand ils sont bouffés par cette malédiction, ils passent par plusieurs stades et ils peuvent devenir des véritables bêtes sanguinaires, alors que ils sont pas forcément si méchants que ça, les vampires. Ils se nourrissent de sang humain parce qu'ils en ont besoin, c'est tout. Et en fait, cette malédiction fait que ça devient des bêtes sanguinaires qui ne pensent à plus rien, qui n'ont plus de conscience, qui sont en fait des coquilles vides, qui ont juste soif de sang et de mort, en fait, tout simplement. Et Floriane a un rôle à jouer dans cette malédiction parce qu'on pense que cette malédiction a été lancée par des humains. Voilà. C'est un petit peu le résumé, et bien sûr, il va y avoir une romance entre Floriane et le Seigneur Vampire qui s'appelle Rouvan. Voilà. J'ai tellement aimé ce putain de livre. Je l'ai lu d'une traite, hein. Il fait 600 pages, je l'ai lu d'un coup d'un seul. Vraiment, je ne me suis pas arrêtée, je l'ai commencé à 14h, à 18h30, j'étais encore dessus. C'était pas grave, j'étais bien, j'étais dans mon truc. Voilà. Alors, du coup, le personnage de Floriane au début m'a vraiment gonflé, après je peux comprendre aussi, mais en fait elle se remettait jamais en question. Elle se disait pas que peut-être que c'était pas forcément les vampires les méchants, les humains les gentils, parce que bien évidemment il faut toujours mettre deux poids deux mesures dans une guerre, dans un conflit, etc. Et elle avait énormément de mal à se dire que c'était peut-être les humains qui avaient mis une malédiction sur les vampires. Après, on apprend que c'est beaucoup plus complexe que ça, je vous jure, parce que c'est tellement... C'est ça que j'adore dans ces livres-là, c'est énormément souvent de travail de recherche dans les archives, donc dans le passé, dans l'histoire, etc., pour comprendre ce qui s'est passé par le passé, ce qui fait que la situation en est là à l'heure actuelle. Cette saga, c'était vraiment ça. Alors c'est beaucoup plus marqué dans le premier tome, Impact avec le roi elfe, que dans le deuxième, c'est vrai, mais là on le retrouve vachement, le côté recherche dans le passé, aller fouiller le passé,
pour essayer de comprendre pourquoi on en est là à l'heure actuelle et pourquoi la situation est aussi critique. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette enquête pour comprendre ce qui se passe. C'était juste incroyable. Et puis surtout, on avait envie de savoir et on était là. Et moi, je me creusais la tête. Et je me disais, mais non, mais ça peut pas être possible. Mais comment est-ce que ça, c'est possible? Ça, j'y crois pas, c'est pas vrai. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Au bout d'un moment, Florian va quand même commencer à se remettre en question et à se dire, ouais, ben on n'est pas que les gentils, en fait, dans l'histoire, étant donné ce que je vois qui se passe et ce qui s'est passé. Et quand elle se remet en question, en fait, c'est carrément Rouvan, donc celui qui avait peut-être plus de réponses que elle à des questions, même si elle, quand elle commence à mener l'enquête, elle découvre plein de trucs. Au final, ça va être Rouvan qui va pas la croire, et puis ça va créer des disputes, etc. Parce que Florian, tout d'un coup, se rend compte de tout ce qui se passe et de la vérité, et arrive à croire à la vérité, et voilà. Mais du coup, c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé aussi, en fait, le Seigneur Vampire, tous les vampires sont endormis. Et le Seigneur Vampire est réveillé dès que un échoue dans la quête de lever cette malédiction avec un petit groupe de soldats. Et ce petit groupe de soldats, ils étaient tellement adorables et trop mignons. Le petit groupe de soldats qui est réveillé avec le Seigneur Ruvan, vraiment, je les ai tellement aimés. Ils m'ont fait mourir de rire du début à la fin. Et puis bien sûr, celui qui déteste le plus Florian, ça va finir par être celui qui noue la plus belle amitié avec. Ça, on le savait, on s'y attendait, c'est vraiment ce qui se passe dans ce livre. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi le fait que chaque peuple, entre guillemets... Bon, c'est pas le cas des humains parce que... Bref, les humains sont très mal dépeints dans ce truc, mais aussi c'est un peu vrai la manière dont ils réagissent dans la vraie vie, hein, on va être très honnête. Mais les vampires arrivent à se remettre en question, Florian arrive à se remettre en question au fur et à mesure des découvertes, en fait, en découvrant que, ah, ça s'est passé comme ça, ah ben d'accord, donc en fait je remets tout en question depuis ce qu'on m'a appris, quoi, c'est génial. Donc voilà, mais j'ai beaucoup aimé aussi, c'est clairement, ça parle un peu de l'endoctrinement au final, parce que toute ta vie, on t'a dit que ça s'est passé comme ça et c'est pas autrement, et tout d'un coup tu découvres qu'en fait on t'a menti depuis le début pour protéger une certaine image, et là tu te sens trahi, déjà de une, et de deux, il faut que tu remettes en question tout ce que tu as répété et qu'on t'a répété toute ta vie. Donc, Florian m'énervait parce que en fait je voulais juste que la romance avance plus vite. Je vais être très honnête, mais parce que le jeu intellectuel qu'elle a fait à la fin était très dur. Parce qu'elle se remet en question vers la fin c'est un peu des mythos, vers 250-300 pages, elle commence à se remettre en question parce qu'on commence à découvrir des choses sur le passé, etc. Et puis même on découvre plein d'espèces de traités d'alchimie à l'intérieur, enfin c'est vraiment super complet en termes de connaissances qui ne sont pas de vraies connaissances, mais c'est vraiment super complet, toujours pareil en termes d'univers en fait. Il y a plein de choses qui gravitent autour de l'univers des vampires et c'est juste absolument génial au-delà des découvertes qu'on fait avec Florian et les archivistes du Seigneur. Mais voilà, il y a toute cette mythologie autour des vampires qu'on retrouve dans chaque tome, à chaque fois autour des elfes, autour des faillés, là autour des vampires. Dans le tome 4, je pense autour des sirènes, qui vraiment crée du corps à ce roman, et c'est ça que j'aime beaucoup. Bon, la romance, on n'en parlera pas, mais elle était trop mignonne, trop kiki, très peu de scènes de fesses. Vraiment, je crois que c'est évoqué, le fait qu'ils ont fait des choses. Mais voilà, on évoque des préliminaires, on évoque un vrai acte sexuel, mais c'est évoqué, c'est pas des scènes en long, en large, en travers pendant 1h30. Non, pas du tout. Donc voilà, pour ceux que ça intéresserait, cette saga, Married to Magic, absolument incroyable. Ce tome, je vous recommande vraiment pour la richesse de l'univers qui est développé à l'intérieur, la richesse de l'intrigue qui est développée à l'intérieur, et la romance qui est absolument trop mignonne. Et enfin, on va continuer avec le tome 4 des Royaumes de Feu, l'île au secret de Tweety Sutherland chez Gallimard Jeunesse. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire un résumé du tome 1 parce qu'on est sur un tome 4, on est dans très loin du tome 1. On est à Pyria. J'ai l'impression que je l'ai fait il y a hyper pas longtemps et en fait je viens de me rendre compte que je vous ai chroniqué le tome 3, il y a genre 3 vidéos, donc c'est peut-être pour ça que je l'ai fait il y a pas du tout longtemps. On est à Pyria, une île qui est composée de plusieurs, enfin c'est une archipel même, composée de plusieurs peuples de dragons qui sont répartis en royaumes selon leur espèce, entre guillemets, donc leurs caractéristiques. Et à Pyria, il y a de ça 20 ans maintenant, la reine Oasis a été tuée par un charognard. Donc les charognards c'est nous, c'est les petits humains avec de petits couteaux. Et le problème qui s'est posé, c'est qu'étant donné qu'elle a été tuée par un charognard et non pas par une de ses 3 filles, eh bien on ne sait pas qui va lui succéder sur le trône. Du coup ça fait 18 ans que les 3 filles se battent le trône en créant des alliances avec d'autres peuples.
etc., etc. Donc en fait c'est une espèce de guerre géante, de seconde guerre mondiale géante, mais avec 3 camps différents cette fois-ci, et pas 2, c'est beaucoup, qui se livre à Pyria depuis 18 ans maintenant. Nous, on va suivre les dragonnets du destin. Il y a quelques années, une prophétie a été établie comme quoi 5 dragonnets qui seraient nés lors de la nuit la plus claire pourraient mettre fin à la guerre. On ne sait pas comment, on dit juste qu'ils pourraient mettre fin à la guerre. Et donc nous on va suivre les serfs de la paix qui ont pris cette prophétie au pied de la lettre et qui ont élevé 5 dragons dans une caverne afin de les former pour arrêter la guerre. Sauf que les 5 dragons ils sont un petit peu bancals. L'aile de nuit n'a pas de pouvoir alors qu'il est censé en avoir, l'aile de sable n'a pas d'aiguillon venimeux si courant dans son espèce, et l'aile du ciel majestueux est devenue un aile de pluie paresseux et pas du tout jovial, parce que l'œuf de l'aile du ciel a été cassé par les ailes du ciel eux-mêmes, pour éviter que les serfs de la paix ne l'utilisent. Donc déjà on est sur une prophétie légèrement bancale, hein, vraiment, c'est une prophétie vraiment... Voilà, et donc nous on arrive dans ce tome 1, on arrive dans cette caverne et on va découvrir les 5 dragonnets du destin qui n'ont qu'une seule envie, c'est de se barrer de la caverne. Et une fois qu'ils se sont barrés de la caverne, c'est le début des emmerdes. Voilà. Alors il faut savoir que là je vous ai résumé les 100 premières pages du tome 1. C'est le tome 4. Bref. Ici nous on va suivre Comet, l'aile de nuit, qui va se retrouver chez les ailes de nuit. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai beaucoup aimé ce tome. Pareil, lui aussi je l'ai lu d'une traite. C'est le fameux livre que j'ai lu hier et dont j'ai commencé un autre, que vous verrez bientôt bien évidemment, parce que bien évidemment je vais le finir dans la journée étant donné comme je suis prise dans l'histoire. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On va suivre Comet au royaume des ailes de nuit, et Comet va donc découvrir ce peuple si mystérieux, et va découvrir aussi la vérité derrière beaucoup de choses que les ailes de nuit veulent garder mystérieux, mais qui en fait ils veulent paraître comme des dragons hyper puissants, mais ce n'est pas du tout le cas, et on va vite s'en rendre compte. Du coup voilà, c'est le maximum de résumé que je puisse vous faire. Donc ici on va être dans le point de vue de Comet, on change de point de vue à chaque tome. Le prochain ce sera Sunny, donc le dernier dragonnet qu'on n'a pas encore eu, dont on n'a pas encore eu le point de vue. Et Comet, il va se retrouver là, il va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça fait peut-être 3 tomes que je vous parle de ce qui se passe en toile de fond avec, en fait, à chaque fois au prologue et à l'épilogue, il se passe des choses en toile de fond. Et ici, en fait, on va découvrir un petit peu tout ce qui se passait en toile de fond depuis le début et tout ce qu'on voyait de manière sous-jacente sous l'intrigue principale. Et en fait, on se rend compte que ça fait beaucoup de choses. Alors, il faut savoir que ce livre-là, je l'avais commencé, mais je l'avais jamais lu au complet. Et donc, ça a été un petit peu une découverte finalement. Et on se rend compte que tout ce qui se passait derrière c'était hyper important, et surtout on apprend la vérité sur plein de choses et on se dit wow, ça fait beaucoup là d'informations. Bref, j'ai beaucoup adoré le personnage de Comet ici, qui prend enfin des initiatives, qui devient un petit peu courageux quand même, qui est toujours aussi astucieux et ingénieux et qui permet de sortir de tellement de situations. On va rencontrer aussi un autre personnage qui s'appelle Destiny, qui moi aussi m'a beaucoup plu. Et puis en fait ça bouge pas tellement dans ce tome, c'est vraiment la fin qui bouge et on sent que ça prévoit quelque chose pour le tome 5. Et puis surtout, les dragonnets révolutionnent un petit peu le monde des dragons et c'est ça qui me plaît, parce que clairement ils font des choses que personne n'oserait faire et eux ils le font, ils s'en foutent. Et je trouve ça absolument génial, du coup j'ai vraiment hâte de terminer cette saga. J'ai pas plus de choses à vous dire dessus parce que le problème c'est que si je vous donne plus précisément mon avis, je vous spoilerai. C'est triste. Et bien écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous ai présenté les 3 livres qui ont été des super belles lectures pour commencer le mois d'octobre. Je ne pouvais pas rêver mieux, c'était vraiment trop bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'ai adoré la tournée. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. On est en vacances en ce moment. De très bonnes lectures.